Une nouvelle forme d'économie et de consommation se propage à une vitesse fulgurante dans le monde entier. Son principe ? Échanger au lieu d'acheter, emprunter au lieu de posséder. En un mot, partager. Cette tendance est connue sous le nom de sharing economy. Utiliser à plusieurs au lieu de posséder seul est un concept particulièrement adapté au mode de vie urbain et connecté des habitants des métropoles, qui ont de nombreux voisins et peu de place. Mais comment expliquer ce formidable engouement pour l'économie collective à l'heure du chacun pour soi? C'est ce que nous avons tenté de comprendre. Le partage est un comportement vieux comme le monde. L'homme partage depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, c'est la technologie qui permet à cette pratique de prendre une autre dimension. On utilise la technologie pour repenser la manière dont on partage et aller plus loin. On passe à une autre échelle, non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi vis-à-vis de la nature de ce que l'on partage. Et ça, c'est sans précédent. De nouveaux modèles d'entreprise voient le jour dans le monde entier, et avec eux, une nouvelle forme de consommation. Dépenser moins, tout en favorisant le développement durable. La Kleiderei de Hambourg attire des femmes qui veulent pouvoir varier les tenues sans faire déborder leurs armoires. Dans cette penderie commune, tout le monde peut se servir. Mais ici, on n'achète rien, on partage tout et les clientes ne s'approprient les vêtements que pour une durée limitée. Moyennant 14 € par mois, elles peuvent emprunter 4 articles pendant 2 semaines qu'elles pourront ensuite échanger contre d'autres vêtements. Au départ, on s'est demandé comment on pouvait faire pour continuer à avoir un grand choix de vêtements sans culpabiliser, en se disant « Oh non, je vais encore craquer, c'est pas vrai, avec tout ce que j'ai déjà ». On a cherché des solutions et voilà ce que ça a donné. Ici, on peut consommer à l'infini. Notre idée n'est pas de critiquer la consommation et d'inciter les gens à arrêter complètement d'acheter. Non, notre message c'est, si vous avez envie d'expérimenter un look, si vous voulez vous donner un certain genre pour une occasion spéciale, ou si vous êtes simplement accro à la mode, empruntez. Gardez votre argent pour ce dont vous avez vraiment besoin, comme un manteau d'hiver ou un jean pour tous les jours, et achetez de la qualité, quelque chose qui durera longtemps. Prêter et emprunter, au lieu de vendre et d'acheter, est une idée qui fait son chemin. Bon pour la planète et le porte-monnaie des consommateurs, le principe donne aussi meilleure conscience. Il permet en outre de rencontrer des gens animés par les mêmes valeurs de partage et de plaisir. L'aspect humain est une composante essentielle de notre concept. Nous sommes à l'opposé de l'attitude moderne qui consiste à tout acheter sur Internet, simplement du fait que l'offre est incroyablement large. Notre Kleiderei est un lieu physique où l'on peut toucher les articles et les essayer, et où on entre en contact avec d'autres personnes qui apprécient elles aussi cette démarche. C'est un endroit où il se passe des choses. C'est sympa de mettre sa penderie à la disposition de tout le monde, tout en pouvant en profiter soi-même. Oui, c'est exactement ça. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de vêtements et qu'on ne savait pas vraiment quoi en faire. Et on s'en voulait d'être sans arrêt en train d'en acheter de nouveaux. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une penderie collective. Du coup, vous avez encore plus le choix. Exactement, on en profite nous aussi. Je crois que l'idée est en train de prendre et qu'elle va se propager. Cette idée selon laquelle on peut partager les objets qu'on n'a pas vraiment besoin de posséder. Ça commence à aller de soi. Je pense que le principe va s'ancrer de plus en plus dans la tête des gens, car c'est un processus naturel et aussi une question de commodité.
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture alors que j'ai 10 autres moyens de me rendre d'un point A à un point B, notamment la possibilité d'emprunter un véhicule? Pour moi qui n'ai jamais tenu à passer mon permis jusque-là, c'est une raison pour le faire maintenant. Je ne serai pas obligée d'avoir moi-même une voiture que je laisserai croupir dans un coin. Non, quand il m'en faudra une, je pourrai me la faire prêter ou opter pour l'autopartage. C'est génial comme concept. Je pense que la notion de propriété va forcément s'en trouver ébranlée. Il y a tellement de choses qu'il n'est plus nécessaire de posséder. Les startups et autres initiatives privées se multiplient aux 4 coins du globe. Ces projets rapprochent les personnes qui ont des intérêts communs et préfèrent utiliser que posséder. Je ne pense pas que l'économie du partage puisse constituer un péril pour la croissance. Car à mon avis, nous aurons bientôt affaire à un autre type de croissance, avec plus de prestations de services et des idées nouvelles. On continuera à gagner de l'argent, seulement on ne le fera plus d'abord et avant tout en vendant nos ressources, mais en partageant ces mêmes ressources entre des centaines d'individus. Bien sûr, ce système devra être rémunérateur. L'économie collaborative est rendue possible par les nouvelles technologies numériques qui fournissent les moyens techniques pour consommer collectivement. Plateformes en ligne, applications pour smartphones, toutes ces interfaces permettent de trouver des produits rapidement et facilement et de les partager avec d'autres personnes intéressées. Pourquoi posséder chacun de son côté quand on peut partager à la fois des produits et des bons moments ? En créant la start-up Why Own It en 2012, Philippe Glöckler a voulu favoriser l'échange convivial et gratuit de produits au sein d'une communauté constituée sur le web. Why Own It est une application pour smartphone qui permet d'emprunter des biens à des amis ou des voisins. Chacun peut y voir ce que possèdent les autres, et au lieu d'acheter tel ou tel produit, il écrit à ses voisins pour leur demander de le lui prêter. Quand on ouvre l'appli, on voit toute la palette des produits que nous proposons. Et surtout ceux qui sont disponibles à proximité. Par exemple, je peux voir où se trouve la perceuse la plus proche. Voilà, c'est celle-ci. Je pourrais l'emprunter à Niels, qui habite à 500 mètres, ou à beaucoup d'autres amis ou personnes qui vivent dans les parages. Je peux également regarder si je trouve un livre qui m'intéresse. Steve Jobs, par exemple, est un livre qu'à mon avis, la moitié de mes amis ont acheté. Je regarde et je constate qu'en effet, beaucoup de gens l'ont. C'est le cas de 10 de mes amis, dont un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors je lui écris et je lui demande « Ça te dirait qu'on se voit, qu'on prenne un café ? J'aimerais t'emprunter ce bouquin. » L'échange de produits permet donc de tisser ou de raviver des liens. Avant de partager ma voiture ou même ma perceuse avec vous, je veux m'assurer que vous n'êtes pas un escroc et que je vais la récupérer, de préférence en bon état. Alors qu'est-ce que je fais ? Je regarde ce que je peux trouver comme info à votre sujet sur le web et j'essaie de me faire une idée de la personne que vous êtes. C'est extrêmement important pour que l'échange puisse avoir lieu. La génération smartphone n'a pas peur de parler d'elle sur le net. Elle est le moteur du nouveau modèle de consommation. Philippe Glöckler va voir une amie sur son lieu de travail. Il lui a demandé sur l'application Why Own It de lui prêter sa raquette de badminton. En échange, il lui apporte sa perceuse. Les smartphones, l'Internet mobile et les réseaux sociaux permettent de connecter les citoyens et de rapprocher rapidement prêteurs et emprunteurs. Tiens, voilà la raquette. Super. Regarde, tout est là, je t'ai mis 2 balles. Génial. Ça m'évitera d'en acheter. C'est une Wilson. Elle m'a l'air en bon état. Si jamais je casse une corde, je la ferai réparer. Parfait. Voilà la perceuse. Je te laisse le sac. Si la batterie se décharge, tu peux utiliser ça pour la recharger. Elle est chargée, là ? Voyons voir. Non, là, elle est vide. Super. Impeccable, merci beaucoup. Quand est-ce qu'on se revoit ? Je dirais lundi, l'après-midi si ça te va. On s'écrit pour fixer l'heure. Nickel, ça se goupille bien. Oui, génial. Merci.
Maintenant, quand je ressens le besoin d'avoir telle ou telle chose, j'ai immédiatement le réflexe de l'emprunter. Pour les affaires de sport ou tout ce que je veux tester avant de l'acheter, c'est très pratique. Qu'il s'agisse d'un appareil photo numérique pour les vacances, d'une perceuse ou d'une raquette pour se remettre au tennis, ou encore d'une guitare, tous ces objets qu'on hésite à acheter car on n'est pas sûr de s'en servir vraiment. Quand je fais le tour de mon appartement et de ma vie, je me dis, je vends moi-même beaucoup de choses, j'en prête aussi beaucoup, et en fait, ce dont j'ai besoin tient dans 2 valises. Avec seulement 2 valises, je me sens plus libre. J'ai la sensation qu'à n'importe quel moment, je peux prendre un nouveau départ, que j'ai tout ce qu'il me faut pour ça, tout ce qui me semble important et que j'utilise régulièrement. Désormais, j'ai une règle. Tout ce que je n'utilise pas au moins 1 fois par mois, je m'en débarrasse. Il y a des gens, des sortes d'entrepreneurs sociaux, qui cherchent d'abord à comprendre comment ils pourraient s'y prendre pour changer ou partager des choses, à l'aide de quel système. Et quand ils ont trouvé la solution, dans un deuxième temps, 2 ou 3 ans plus tard, ils se demandent comment ça pourrait leur rapporter de l'argent. C'est probablement la meilleure attitude qu'on puisse avoir, car on a l'esprit plus ouvert quand on ne pense pas tout de suite à ses gains financiers. Mais bien sûr, il faut pouvoir se le permettre. Philippe Glöckler a suivi ce parcours. Et grâce à des investisseurs qui croient en lui, le jeune entrepreneur n'est pas dans l'obligation de faire immédiatement des profits avec son application pour smartphone. Why Own It est-elle bien conçue? Comment la faire connaître au public cible? Pour le savoir, Philippe l'a fait tester par des étudiants de Hambourg spécialisés dans les médias. Seriez-vous d'accord pour prêter des produits à un inconnu, les partager et les échanger avec lui? Un livre, par exemple? Le problème, quand on prête des choses à des inconnus, c'est qu'on ne sait pas dans quel état on va les récupérer. Je crois que c'est là que réside la difficulté. C'est le point faible de la sharing economy. Prêter, c'est quelque chose de positif. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un intérêt pour celui qui le fait. Et aujourd'hui, ça passe par l'argent. Du coup, le concept perd toute sa beauté. Au début, on s'est demandé à quoi servait l'appli, et quand on a compris de quoi il retournait, on s'est dit, prêter ses affaires sur une appli, jamais de la vie. Mais j'ai testé ça avec toi. Je t'ai emprunté un truc et j'ai trouvé ça super sympa. On s'est rencontrés et ça a été une belle expérience. J'ai surmonté mon blocage initial et maintenant je serai d'accord pour prêter à mon tour des affaires à des inconnus, car finalement ce n'est pas si terrible que ça. Au contraire, ça peut même être vraiment chouette. Oui, beaucoup de gens commencent par emprunter, et après 2 ou 3 expériences réussies, ils veulent bien prêter à leur tour. Ça vaut pour les appartements comme pour les objets. On emprunte d'abord aux autres, et on se rend compte qu'on prend soin des objets pour les rendre dans le même état à leurs propriétaires. Alors on se dit que les autres doivent faire pareil. Moi, ce qui me dérangerait, c'est de me sentir obligée de prendre un café avec la personne. La conversation a toutes les chances d'être sans intérêt. Je ne suis pas sûre d'être prête à accorder du temps à quelqu'un que je ne connais pas juste pour lui emprunter un magazine ou un livre. Si il ou elle s'avère sympathique, pourquoi pas, bien sûr, mais pas systématiquement. Beaucoup des personnes qu'on a interrogées ont réagi de la même façon. Quand on a étudié ton appli, on s'est tout de suite dit, les gens qui prêtent leurs affaires voudront de l'argent en échange. Sans argent, ça ne pourra pas fonctionner. Mais à chaque fois qu'on a évoqué le sujet, tu as dit que tu ne voulais pas que l'argent entre en ligne de compte. Et pourtant, tu viens à l'instant de laisser entendre que tu serais prêt à accepter l'idée d'échanges pécuniaires entre prêteurs et emprunteurs. J'ai dit qu'au début, je ne voulais pas qu'il soit question d'argent. Je souhaite qu'aucune transaction ne repose sur l'argent, sans quoi cette appli n'attirera que des gens qui veulent louer leur BMW à 50 € par jour. On pourra y revenir plus tard. C'est peut-être ce qui nous permettra alors de gagner de l'argent. Mais pour l'instant, pendant la phase test, non, je n'y tiens pas. L'économie du partage est encore en phase test et risque de se muer en un modèle économique qui reposera une fois de plus sur l'argent. De nouveaux marchés voient le jour, car ce modèle, intimement lié au net, permet d'exploiter des domaines de la vie qui ne présentaient jusque-là aucun intérêt commercial. Je crois que les nouvelles possibilités qu'offre la sharing economy, grâce à la facilité des échanges et à la simplicité de l'organisation, vont modifier les comportements.
Ce qu'on faisait ou prêtait auparavant gratuitement, pour rendre service, par amitié ou pour entretenir des liens de bon voisinage, risque désormais de se monnayer. Il faudra payer pour ces services. Nos voisins nous réclameront de l'argent pour arroser nos plantes. Quand on aura besoin d'un coup de main pour déménager, nos amis nous demanderont eux aussi une contrepartie, financière ou autre, et ainsi de suite. Pour beaucoup de gens, l'économie du partage, c'est accéder aux produits de façon plus rapide et moins coûteuse, et à des produits qu'ils ne pourraient pas se permettre d'acheter, ou qu'ils ne seraient pas prêts à acquérir. L'aspect durable n'intéresse quasiment personne. Nous aurons tous moins d'argent à l'avenir. Je crois que les gens de ma génération auront des revenus et des retraites considérablement moins élevés que leurs parents. Alors autant profiter de ces quelques petites choses qu'on peut partager. C'est un luxe auquel on peut accéder par un simple clic. Pour certains, ça consiste à louer une voiture pour 29 centimes la minute, sans avoir à s'occuper de quoi que ce soit. Où nous mène l'économie du partage? Elle pourrait modifier notre rapport à la possession. Elle nous entraîne vers une culture de la consommation qui ne repose plus autant sur la propriété privée, mais davantage sur l'accès aux biens. On n'a plus affaire à des consommateurs, mais à des utilisateurs. Cette évolution constitue une véritable révolution culturelle. Michael Kunt conseille entreprises et gouvernements en matière d'économie collaborative. Il dirige le Centre de la consommation et de la production durable de Wuppertal. Ça démarre toujours par une niche. Toutes les nouveautés, toutes les modes commencent à petite échelle et sont considérées comme dangereuses. Je crois que quand on a une vraie motivation pour échanger et partager des biens, on apprend à le faire. Nos grands-parents savaient bien le faire, eux. Avec l'Internet, nous sommes nous-mêmes dans un autre contexte social. Nous n'échangeons plus seulement avec nos voisins, mais avec la planète entière grâce au World Wide Web. Et non seulement nous pouvons entrer en contact avec tous ces gens, mais nous pouvons aussi échanger et partager des produits et des services avec eux. Ce qui est nouveau, c'est qu'il ne s'agit plus de prêter pour rendre service. L'emprunt est une nouvelle forme de consommation. Et si certains échangent et partagent par idéalisme, les autres le font pour gagner de l'argent en louant des biens qu'ils n'utilisent pas. L'économie collaborative, l'échange et le partage ont le potentiel de nous rendre plus heureux. C'est un système qui permet de rencontrer des gens intéressants, de vivre de nouvelles aventures et d'accéder à des biens ou à des services qu'on ne pourrait pas s'offrir autrement. Il nous met entre les mains, pour un temps donné, un bien qui nous serait inaccessible s'il fallait l'acheter, comme une voiture ou un appartement au-dessus de nos moyens. L'économie collaborative est particulièrement développée dans le domaine des voyages et des transports. Zara Bekele, une jeune Allemande, est en week-end à Paris. Grâce à la plateforme internet du couchsurfing, elle est entrée en contact avec une étudiante, allemande elle aussi, chez qui elle va loger gratuitement. Les couchsurfers dorment sur le canapé ou dans la chambre d'amis. Pour s'assurer de leur fiabilité, les hôtes peuvent consulter leur profil d'utilisateur et vice-versa. Il existe également un système de contrôle d'identité par carte de crédit. Les commentaires laissés sur le site permettent de savoir si les couchsurfers précédents ont apprécié leur hôte et passé un agréable séjour chez lui. Bonjour. Laura? Oui, Sarah? Oui. Super, entre. Merci. Tu as trouvé facilement? Oui, sans problème. Parfait, je te montre ta chambre. Voilà. Waouh, c'est grand pour Paris. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Tu voulais rester combien de temps déjà? 2 nuits, juste le week-end. Le lit a l'air confortable? Oui, il l'est. Tu veux un café? Volontiers. On va s'asseoir sur le lit? Il n'y a pas de place pour une table. Ça me va. C'est la première fois que tu fais du couchsurfing? Non, la 3e.
Et jusque-là, ça s'est toujours bien passé. J'ai fait ça à Barcelone et en Écosse, et les deux expériences ont été très positives. Tu n'as pas eu affaire à des gens bizarres? Non, pas du tout, au contraire. J'étudie toujours très attentivement le profil des autres que je contacte. Je regarde quel genre de personne c'est, quels sont leurs centres d'intérêt, et on s'appelle par Skype histoire de voir si le courant passe bien. Jusque-là, que du bonheur. Tant mieux. Moi, je fais ça pour la première fois. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai qu'on peut d'abord faire un peu connaissance par Skype, mais quand la personne est là devant la porte, c'est toujours différent. Tu connais un peu Paris? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens. Si tu veux, j'ai un peu de temps. Et la Tour Eiffel est juste à côté, à même pas 10 minutes à pied. Je peux t'y emmener? Oui, super. On pourra aussi aller faire un tour sur les Champs-Élysées, si ça te dit. Ce n'est pas très loin. L'économie du partage a une nouvelle monnaie, la confiance. Pour inspirer confiance, il faut se décrire, se raconter un peu. Mais ce qui est encore bien plus important, c'est ce que les autres disent de vous. Si vous n'avez pas de commentaires positifs, vous n'aurez pas accès au système de partage. Il est donc essentiel de communiquer. L'image que les autres se font de vous joue un rôle crucial. La question est de savoir si donner des informations sur soi-même relève encore d'une volonté personnelle, ou si l'on est désormais contraint, étant donné les circonstances économiques, de rentrer dans ce système. Et c'est un peu comme chez Brecht. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Poussés par la nécessité, les gens sont prêts à dire n'importe quoi sur eux-mêmes. Des choses qu'ils n'auraient pas spécialement voulu révéler en temps normal, ou qui vont à l'encontre de leurs propres convictions. Le fait est que pour participer à l'économie collaborative, chacun doit alimenter son profil d'utilisateur et peut laisser des commentaires sur autrui. Toutes ces données sont bien sûr difficilement vérifiables. Dans le monde virtuel où se croisent de parfaits inconnus, la réputation numérique de chacun est déterminante pour établir des relations de confiance. Dans ce contexte, les révélations concernant la surveillance exercée par la NSA semblent être perçues par les jeunes internautes comme un simple accident de parcours, qui a certes incité à réfléchir, mais ne peut pas freiner le développement d'une nouvelle société 2.0. Ce soir, Sarah a prévu de dîner chez une Parisienne, rencontrée grâce à Cookening, un site qui propose des repas chez l'habitant. Ne connaissant personne dans la capitale, la jeune Allemande s'est dit que c'était là un bon moyen de rencontrer des Parisiens dans leur environnement quotidien. Ce soir, c'est Aurèle Daniel qui reçoit, l'une des cofondatrices de la petite start-up française Cookening. C'est quoi ça? Donc ce sont des petits rouleaux de printemps revisités avec du jambon, du fromage de chèvre, de l'échalote, des herbes, de la salade et puis des petites tomates cerises. Donc c'est juste hyper frais, donc c'est pas du tout un plat d'hiver, mais c'est la première fois que je le fais, hein, donc c'est un test. Si c'est pas bon, vous laissez tomber. Et puis voilà. Bon appétit. Le principe est le suivant. Un hôte met ses talents de cuisinier à la disposition des internautes intéressés. Il peut proposer un repas simple ou plus gastronomique. Le menu est défini à l'avance sur le portail internet ainsi que le coût, basé sur le prix de revient des aliments. Ce soir, Aurèle a 2 invités. Cookening, c'est un site de mise en relation de particuliers en vue de repas chez l'habitant. Donc l'idée, c'est que des gens qui sont en voyage ou qui s'installent dans une nouvelle ville, ou même qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes dans leur propre ville, peuvent s'inviter à dîner chez des gens qu'ils ne connaissent pas, dont ils découvrent les profils en ligne, et ils vont leur demander s'ils peuvent venir ou pas. Et les gens vont, une fois qu'ils ont accepté qu'ils viennent dîner chez eux, vont régler une partie des courses en ligne. Et après, ils ont juste à se rendre chez la personne en cause et passer 2-3 heures à partager un repas. Voilà. Alors, tarte au thon, une partie avec du fromage, une partie sans fromage. C'est juste tomates, thon, carottes, un petit peu d'oignon et voilà, sur une pâte à tarte. Est-ce que tu veux avec ou sans fromage? Avec le fromage. Avec du fromage. Non, très petite aussi. Avec Cookening, la cuisine est avant tout un prétexte pour faire des rencontres et découvrir d'autres cultures.
Les bons petits plats encouragent la conversation, surtout dans une ville célèbre pour sa gastronomie et sa qualité de vie. On est 9, Oh, vous êtes 9? Oh! On est 9, ouais. Oh, c'est cool. Mon père aime bien pouvoir tous nous rassembler. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir accueillir des gens qui sont perdus dans une ville qu'ils connaissent pas, soit parce qu'ils voyagent, soit parce qu'ils s'installent, ou tout simplement qui veulent élargir leur cercle d'amis. Et c'est difficile de faire ça dans une ville, parce qu'on a les bars, ok, on a les restaurants, mais personne ne rencontre personne dans un restaurant. On y va entre personnes qu'on connaît, mais c'est difficile de créer des liens sociaux facilement. Et en fait, en économie du partage, il y a beaucoup de choses qui servent à quelque chose. On va prendre un appartement parce que c'est moins cher. On va dormir sur le canapé parce que c'est moins cher. Mais il y a, je crois, un mouvement qui est de plus en plus axé sur la qualité et sur le plaisir. Et cocooning, en fait, c'est se recentrer sur, d'une part, sur l'humain, et d'autre part, je le fais pas parce que je vais gagner de l'argent, et pas parce que nécessairement je vais, utiliser plus une ressource que je sous-utilisais avant. Je le fais parce que ça me fait plaisir. La confiance, clé de la sharing economy. En France, cette règle s'applique aussi dans le domaine de l'agriculture durable. De plus en plus de consommateurs veulent savoir qui produit leurs aliments et comment. Et de leur côté, les producteurs ne veulent pas dépendre des grandes enseignes de distribution. Philippe Ribet est éleveur de vaches laitières à environ 80 km de Paris. Voilà quelque temps, il a rejoint La Ruche qui dit oui, un réseau de communautés d'achat directes aux producteurs locaux. La ruche, c'est avant tout un aspect technologique assez avancé, parce que c'est la mise en relation via Internet consommateur-producteur. Et la partie un petit peu matérielle, c'est que quand on part dans une ruche, on sait ce qu'on a vendu, on n'a pas de perte, on n'a pas d'invendu. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important, assez révolutionnaire quoi, dans le mode de vente aujourd'hui. Avec le lait de ses vaches, Philippe fabrique des fromages, des yaourts et toute une gamme d'autres produits laitiers. En passant par le net, La Ruche qui dit oui supprime les intermédiaires qui interviennent généralement dans la vente de produits frais régionaux et font monter les prix. Sans confiance mutuelle, ce genre de structure ne serait pas viable. Avec La Ruche qui dit oui, l'exploitant gagne plus et peut mieux gérer sa production en fonction des commandes. Ces commandes, Philippe les gère depuis son ordinateur. Donc là, je vais sur la page d'accueil de La Ruche pour consulter mes ventes. Donc on voit là aujourd'hui, on est donc le vendredi. Donc voilà, on peut voir qu'on a 3 ruches à distribuer demain. Et on va regarder le détail par distribution. Donc voilà nos 3 ruches. On a Paris 13, Paris 20 et Paris 10. Là, j'ouvre le bon de commande pour le comptoir général de demain. Comme ça, on va pouvoir voir exactement le nombre de produits. Donc on peut donc voir qu'on a du beurre, on a de la crème, du fromage blanc, fromage en faisselle. On a des yaourts aux fruits, des yaourts nature, des yaourts citron, des yaourts encore nature mais par l'eau, des yaourts à la vanille. Donc tout ça, ça fait partie de ma gamme de ce que je fabrique ici. Tous les samedis, les producteurs affiliés à La Ruche qui dit oui en région parisienne se rendent dans une ruche de la capitale pour livrer leurs commandes aux clients, eux-mêmes membres de la start-up. Philippe est de la partie. La distribution des produits s'effectue dans des lieux parfois atypiques, sous la forme de marchés éphémères. Le principe est simple, tout est payé en ligne et à l'avance. Quand ils valident leur commande, les clients reçoivent un numéro qu'ils doivent communiquer aux producteurs pour retirer leurs achats. Bonjour. Vous allez bien? 123 pour moi. 123, ici. Un beurre demi-sel, un petit pot de crème.
Voilà. Merci. Bonne journée. Oui, c'est assez familial quand même. Hein. À force, on se connaît. Ça fait 2 ans qu'on voit à peu près les mêmes clients, donc il y a une petite familiarité. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Monsieur, bonjour. C'est le 243. 243. Un beurre demi-sel et 2 nature. Philippe perçoit 80% du prix de vente de ses produits. Les 20% restants reviennent aux organisateurs de la ruche qui dit oui. L'économie réalisée grâce à la suppression des intermédiaires est une vraie bénédiction pour les petits exploitants. Autre avantage du système, les temps et les coûts de transport sont réduits puisqu'il s'agit de vente en direct de produits locaux. Enfin, les ruches favorisent le lien social. Merci, bonne journée. Ce qui est sympa, c'est effectivement le côté convivial, proche de chez soi, de savoir que l'on consomme local, que l'on fait appel à des producteurs et qu'on peut les rencontrer directement. Parler avec eux de leurs produits, de pourquoi ils l'ont fait comme ça et comment on pourrait le faire évoluer si besoin et juste le complimenter directement parce qu'on aime le produit. Et aussi parce que c'est de la consommation contrôlée. On est directement avec le producteur qui est dans les 200 km aux alentours de Paris. Donc c'est un moyen de faire de la consommation un moyen de faire vivre les producteurs à juste prix et de trouver une très bonne qualité également et avoir des produits de qualité bio aussi pour ceux qui fournissent des produits bio. La ruche qui dit oui a ouvert son premier marché en 2011. Aujourd'hui, il y en a 522 en France, avec près de 50 000 utilisateurs et environ 3 000 producteurs. Et la tendance est à la hausse. Si vous voulez ouvrir une ruche, si vous voulez être la personne qui organise ce petit marché hebdomadaire, vous allez sur le site, vous faites ouvrir une ruche et là il y a un parcours d'inscription. Donc on va vous appeler, on va discuter avec vous pour comprendre vos motivations, pour voir si la ruche, là où vous voulez l'ouvrir, il y a un potentiel parce qu'il y a des zones où il n'y a pas assez d'agriculteurs par exemple, il y a des zones où il n'y a vraiment pas assez de monde pour que la ruche puisse fonctionner. Donc nous on a quand même pas mal d'expérience, on en a ouvert beaucoup. Donc on évalue, en ce moment on ouvre à peu près 2 ruches sur 10 demandes. On fait vraiment attention à ce que les gens ne se lancent pas dans un projet qui a peu de chances de réussir. Donc là on va évaluer ensemble la possibilité pour que le projet fonctionne et là on va vous laisser la possibilité de construire votre ruche, puis de l'ouvrir et de la faire tourner. C'est pas une franchise parce que c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus libre. La plus jeune responsable a 22 ans et le plus ancien a 77 ans. Donc on a une grande diversité dans les âges, dans les profils. Il faut juste des gens qui sont motivés, qui ont un peu de temps. Et voilà. Et notre entreprise qui organisons le système, c'est important, on est quand même 33 salariés. Donc il faut du monde aussi pour organiser l'entreprise. La moitié des gens, ce sont des développeurs informatiques qui développent les solutions technologiques. Et l'autre moitié, ce sont les gens qui animent le réseau, qui accompagnent les responsables de ruches, qui accompagnent les producteurs. Le bike sharing existait déjà bien avant les Vélib. Mais ce sont les vélos en libre service parisiens qui ont rendu le système célèbre dans le monde entier et avec lui, le maire de Paris et initiateur du projet, Bertrand Delanoë. Les vélos à usage collectif font désormais partie intégrante du paysage urbain dans de nombreuses villes. À Paris, plus de 20 000 bicyclettes réparties sur 1200 bornes sont à la disposition des usagers, réguliers ou ponctuels. À Paris, un jour de liberté à vélo, si vous savez vous y prendre, ne vous coûtera qu'1,70 €. Mise en place par les pouvoirs publics et couronné de succès grâce à une promotion intensive, ce service de mobilité partagée s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'économie du partage. D'abord, il y a eu aussi la question du prix, c'est-à-dire que c'est un prix modeste. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin de véhicules dans une ville. Et là, effectivement, on a trouvé un service qui permettait d'économiser aussi de l'argent au public. Et donc, de fait, les gens se sont pris au jeu. Et en même temps, on trouvait le service extrêmement pratique. En plus d'être peu onéreux, il était extrêmement pratique. Et donc, on a eu ce déclenchement, effectivement, qui fait qu'on a eu les Parisiens, les Français, mais aussi tous les touristes qui viennent, puisque si on a les touristes qui visitent la ville, aujourd'hui, on a la Tour Eiffel, mais faire une promenade dans Paris
Paris sans le faire par Vélib, ça devient effectivement quelque chose qui n'est pas possible pour un étranger. Finalement, on a renversé la donne et la ville, par son investissement, a renversé effectivement les choses. Donc on voit bien la preuve, c'est l'intervention de la puissance publique de la ville pour modifier effectivement les comportements. Je n'en reviens pas à quel point il a été facile pour moi de planifier mon séjour à Paris grâce à tous ces sites de sharing. Et à quel point aussi tout s'est bien déroulé une fois sur place. J'ai passé de super moments avec Laura du Couchsurfing. C'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui connaît la ville et qui a pris le temps de me la faire visiter un peu. Pareil pour le cooking. Dîner chez des gens m'a donné un petit aperçu du mode de vie à la française et m'a permis de faire la connaissance de 2 Parisiens. Je n'aurais jamais eu cette chance si j'avais fait du tourisme de façon classique. Et tout ça pour un budget vraiment très réduit. Je suis prête à retenter ce genre d'expérience n'importe quand. Zara quitte Paris également à peu de frais, en covoiturage grâce à Blablacar, une des startups françaises qui tourne le mieux à ce jour. Blablacar a été créé il y a quelques années par Frédéric Mazella, un entrepreneur qui a étudié entre autres à l'université de Stanford dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, Blablacar est actif dans toute l'Europe et recense plus de 9 millions d'usagers, parmi lesquels plus d'1 million ont recours au service de covoiturage tous les mois. Le covoiturage n'est pas né d'hier, mais c'est grâce au net que le système a pu véritablement décoller pour devenir un phénomène de masse. Le web permettant de réunir un bien plus grand nombre de conducteurs et de passagers. Plus il y a une concentration urbaine, plus il y a un besoin de se déplacer entre ces centres urbains. Donc la tendance d'urbanisation se traduit effectivement par la nécessité de devoir partager les ressources en centre urbain, par le fait qu'on n'a plus de place pour garer ses voitures, les logements sont tout petits, donc il faut trouver des manières de partager ensemble. Donc le partage des ressources est probablement très lié à l'urbanisation. Je pense qu'on est passé par une phase où on a demandé, enfin ou en tout cas tout le monde s'est mis à posséder beaucoup d'objets. Je pense qu'on en sort et je pense que ça va libérer les personnes justement de tout l'administratif lourd à gérer, parce que quand vous possédez quelque chose, d'accord, il y a l'objet, mais à côté il y a toute la logistique quotidienne qui est extrêmement lourde, extrêmement coûteuse, dont on peut s'affranchir quand justement on partage. Dans 10 ou 15 ans, le partage sera devenu presque une norme, je pense. C'est-à-dire que la manière avec laquelle on consomme les biens, que ce soit les voitures ou les logements, sera totalement différente. Ce ne sera pas attaché spécifiquement à une personne, ce sera probablement géré par des organismes tiers qui distribuent le partage pour les voitures, pour les logements, de manière à optimiser ces ressources-là dont on manque. La génération du partage n'éprouve plus le besoin de se définir par rapport à ce qu'elle possède. Ce qui compte, c'est le vécu. Et ce vécu, justement, est partagé. L'économie collaborative est ou pourra être révolutionnaire. Si les constructeurs automobiles ou les fabricants de meubles arrêtent de se soucier uniquement de vendre des produits et se mettent à instaurer des systèmes d'échange ou de partage, tout ce qu'on a appris dans les dernières années en matière de business sera remis en question. C'est pour ça que ce qui est en train de voir le jour, les questions qui sont soulevées et les possibilités qui s'offrent à nous ont un potentiel révolutionnaire. Il faut juste être ouvert et oser tenter l'expérience. De fait, certains constructeurs surfent déjà sur la vague du partage. En collaboration avec des sociétés de location de véhicules, Mercedes et BMW ont chacun mis en place un système de car sharing dans les grandes villes. Celui de BMW existe depuis 2011 et comprend des voitures électriques.
DriveNow est un service de mobilité partagée conçu pour les habitants des grandes villes, comme Berlin, Munich, Düsseldorf, Cologne et bientôt Hambourg, avec plusieurs centaines de voitures à disposition. Pas besoin de réserver son véhicule longtemps à l'avance. Le plus beau, c'est qu'on peut le prendre et le laisser n'importe où, tant qu'on reste à l'intérieur d'un périmètre défini, bien sûr. Et le tout pour un prix très modeste, à partir de 24 centimes la minute, parking et carburant compris. La portière s'ouvre au moyen d'une carte à puce et il suffit de taper un code pour démarrer la voiture. Localiser le véhicule le plus proche et le réserver se fait très facilement par une application pour smartphone. Celle-ci calcule à la minute près la durée d'utilisation qui détermine le prix du service. Aujourd'hui, DriveNow compte plus de 300 000 usagers en Allemagne. Plus généralement, le car sharing enregistre 750 000 utilisateurs outre-Rhin. Pour de nombreux habitants des grandes villes, l'autopartage va désormais de soi. J'ai commencé à recourir à l'autopartage pour éviter de prendre ma voiture chaque fois que j'allais à une soirée. Je voulais pouvoir boire quelques verres. Et j'ai trouvé le système idéal, parce qu'il me permet de partir en voiture et de rentrer en taxi ou en métro, du fait qu'on peut laisser le véhicule sur place. C'est génial. Au moins, on peut se déplacer en voiture à l'aller. C'est plus sympa qu'en métro et moins cher qu'en taxi. Et puis avant, on ne pouvait pas rouler tous les jours avec une voiture différente. Aujourd'hui, on a le choix. Je vais sur l'appli et je cherche ce qui me ferait plaisir ce jour-là. Mettons que j'ai envie d'une décapotable. Je cherche et hop, en voilà une. Je la réserve et je peux profiter du beau temps au volant d'une décapotable. Si j'ai envie de conduire une voiture de sport pour faire une petite virée avec ma copine, par exemple, je prends un modèle un peu plus nerveux. C'est drôle parce qu'au début, beaucoup de gens étaient très sceptiques vis-à-vis de l'autopartage. Moi, j'utilise ce service depuis un moment déjà, et j'en ai parlé à mes amis. Tous trouvent ça génial maintenant. J'ai converti beaucoup de mes proches. Ils sont séduits par ce système et ils l'utilisent de plus en plus. Personnellement, j'envisage même de me séparer de ma voiture, parce que depuis que je fais appel au car sharing, je ne la prends quasiment plus. S'il connaît un effort impressionnant, l'autopartage reste toutefois un marché de niche. Les élus veulent éviter l'asphyxie du réseau routier dans leur ville. Conférence de presse devant l'hôtel de ville de Hambourg. Le maire, Olaf Scholz, tient à annoncer lui-même l'introduction d'un système de car sharing dans la métropole hanséatique. Le Sénat de Hambourg a interdit les services de transport privés, tels que Wundercar et Uber, pour des raisons juridiques et pour protéger les taxis. En revanche, l'autopartage est un atout majeur dans la planification d'une mobilité urbaine durable. Beaucoup de progrès de notre société passent entre autres par les grandes villes. C'est pourquoi nous voulons promouvoir activement les possibilités liées à l'économie du partage à Hambourg. Nous avons lancé le bike sharing il y a un certain temps déjà, et c'est un succès. Maintenant, il faut développer le potentiel du car sharing. L'offre doit être la plus large et la plus compétitive possible. Pour nous, cela implique bien sûr d'améliorer en conséquence notre réseau de transport de proximité. Nous sommes également très heureux de constater que d'autres biens et services commencent à être utilisés collectivement. Je pense que ce n'est pas un principe qui séduit tout le monde, mais rien ne fait jamais l'unanimité. Cela dit, un nombre croissant de citoyens et de citoyennes sont conquis. Et c'est une bonne chose que ces systèmes fonctionnent dans de grandes villes, et notamment à Hambourg, l'une des plus belles. Où en est l'économie collaborative du point de vue de la compétitivité? Actuellement, les grandes entreprises et les responsables politiques se contentent pour la plupart d'observer et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsque je vais aux conférences sur l'économie du partage, je remarque que tous les grands noms, toutes les grandes marques sont là, y compris les grosses compagnies aériennes et des opérateurs de transport tels que la Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande. Ils essaient tous de comprendre à quel genre de révolution ils ont affaire.
et ce que ça signifie pour eux. Nous n'en sommes pas encore à la phase où les grands groupes sont prêts à participer activement au système. Mais disons qu'ils en prennent connaissance en se demandant quelle ampleur le phénomène va bien pouvoir prendre, s'il génère des débouchés intéressants et quelle incidence tout cela va avoir sur leur modèle économique. Car toutes les avancées de l'économie du partage remettent en question les phénomènes commerciaux existants. Il faut d'abord le reconnaître et ensuite élaborer des stratégies pour y faire face. Et cela prend un peu de temps. Il faut également réorganiser le travail au sein des entreprises et donc ouvrir un dialogue avec les syndicats. Par exemple, doit-on remplacer les voitures de fonction par l'autopartage? Est-ce une solution souhaitable pour le personnel? Voilà, c'est là que nous en sommes, à la phase d'observation et de questionnement. Les classes moyennes allemandes découvrent petit à petit l'économie collaborative. Mais tous les produits ne se prêtent pas au partage. Seuls sont concernés les objets de qualité ayant une certaine durée de vie qui pourront être utilisés de nombreuses fois. Les articles jetables ne se partagent évidemment pas et sont donc sans intérêt pour la nouvelle génération de consommateurs-utilisateurs. Sur le salon EcoStyle, qui promeut les produits durables, Michael Kunt tente de comprendre quelle perspective la sharing economy offre au commerce de détail. L'économie du partage est un sujet intéressant. Je constate que même ici, on se retrouve face à un processus de vente. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je pense qu'on devrait réfléchir à la façon dont on commercialise les produits durables et à la possibilité de mettre en place un modèle commercial qui inclut un système de partage et d'échange pour cette catégorie de produits. Ma collègue a mis au point un concept qu'elle a appelé mot de proteste. L'idée est de chercher à réduire sa consommation de vêtements, sans que ce soit perçu comme une frustration. Au contraire, ça doit être positif. Il faut réfléchir à la façon dont les vêtements en partage seront présentés et trouver un moyen de valoriser le fait qu'ils aient été déjà portés. En créant pratiquement une marque qui donne un certain prestige à la chose et séduise même les clients très attachés à ce qui figure sur les étiquettes. Vous commercialisez des produits de très haute qualité, me semble-t-il. Pourriez-vous envisager de les louer? L'habillement est encore très souvent perçu comme un reflet de la personnalité. À travers le look qu'on se donne, on veut se montrer sous tel ou tel jour. C'est donc quelque chose de très personnel. Autre problème, les vêtements, il faut les laver, en particulier les articles de sport. Si on les utilise très activement, ils vont probablement sentir la transpiration. Alors la question se pose. Qui a vraiment envie de partager ce genre de choses? En Angleterre, la chaîne de grande distribution Tesco a commencé à reprendre certains produits en faisant un business. Peut-être faudra-t-il 3, 5 ou même 10 ans pour que ce genre de procédé devienne systématique. Mais je crois que c'est la voie à suivre. Sinon, on accumule encore et cela va à l'encontre de l'économie durable. Il faut qu'à la fois les commerçants et les consommateurs adoptent une attitude plus responsable. Le monde des affaires n'a pas encore compris, je crois, quel potentiel cette nouvelle économie leur offre et comment ils pourraient en profiter. Dans le secteur du bâtiment, la location de biens existe depuis longtemps et ne vient pas concurrencer la vente. Ce sont deux choses distinctes qui ne se font pas d'ombre. Je pense que ce double système pourrait fonctionner dans d'autres domaines. Il faut simplement que les acteurs concernés en prennent conscience. Et il faudra encore un moment, je pense. L'e-commerce n'a pas non plus décollé du jour au lendemain. C'est pareil pour le partage et l'échange. D'après moi, il faudra une dizaine d'années pour que ça prenne. Demandons-nous combien de fois par jour est-ce que j'utilise tel ou tel produit. Il y a très peu de choses qu'on utilise au quotidien. Je vais citer un exemple classique. La perceuse. Elle nous sert combien de fois par an? 1, 2, 3 fois? Rarement plus. Et pourtant, on en possède une. Il serait donc peut-être judicieux d'entrer avec nos biens et services dans le système de l'économie collaborative. En partageant, on peut vraiment faire bouger les choses dans le monde de l'industrie. Parce que les entreprises se rendront bien compte qu'au lieu d'acheter systématiquement des livres, par exemple, on ne le fait plus qu'une fois sur 2. Et qu'une personne sur 2 emprunte une perceuse. Si tout ça se fait dans la transparence, les bons produits passeront de main en main
et les mauvais ne se vendront plus. Est-ce qu'on pourra un jour aller chez Aldi ou Ikea et demander à louer quelque chose au lieu de l'acheter? Qu'est-ce qui va se passer dans le commerce? Je pense qu'il est utopique de croire qu'on arrivera un jour à ne plus rien acheter et à tout emprunter ou louer. L'idée est très belle, mais reste du domaine de l'illusion. Développer un modèle commercial rentable n'est pas la seule motivation des entreprises pour se lancer dans l'économie du partage. Elles peuvent s'y risquer, comme tu viens de le dire, par curiosité, pour voir comment tout ça fonctionne concrètement, en sachant que la tendance peut très bien s'inverser d'ici 5 ans. Peu importe. C'est l'occasion d'apprendre. Et même dans le cas d'une entreprise rentable depuis 30 ans, ça pourra toujours servir. L'avantage pour les marques peu connues, c'est que dans un premier temps, elles peuvent faire tester leurs produits. Je pense que c'est aussi là que réside l'avenir de l'économie du partage. Les gens pourront emprunter les produits avant de les acheter, s'ils estiment opportun de le faire. Dans tous les cas, je reste convaincu que la sharing economy peut se révéler intéressante pour l'industrie allemande, y compris à long terme, car elle permettra d'économiser les ressources et donc de réduire les coûts, puisque le prix des ressources risque fort d'augmenter dans les années à venir. Par conséquent, il est indispensable que notre industrie prenne le train en marche. C'est une question de survie. Je doute fort que l'économie collaborative ait véritablement le potentiel révolutionnaire qu'on lui prête. Je crois plutôt que rien ne va fondamentalement changer dans le système actuel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système repose sur une idéologie très néolibérale. Si quelque chose va changer, c'est plutôt la pression qui s'accentuera encore sur les acteurs en présence. Il sera vraiment difficile d'échapper à la logique de marché. Un jour ou l'autre, le partage deviendra à son tour un marché de masse. Nous finirons par voir matière à commerce dans tout ce que nous faisons. Et de toutes ces belles idées, naîtront des modèles axés encore et toujours sur le profit.